Ma mère a crié, « Pars et ne reviens jamais. » Après tout ce que j'ai payé, 20 000 $ pour sauver notre maison. Quelques semaines plus tard, mon père m'a demandé pourquoi j'avais cessé de payer l'hypothèque. Ma réponse les a laissés sans voix. J'étais allongé sur le petit canapé de mon nouvel appartement loué dans l'est d'Atlanta, maintenant une tasse de thé brûlant, l'autre posée sur mon front, comme pour chasser le vertige provoqué par un flot incessant de messages. L'écran de mon téléphone clignotait sur la table basse, affichant des appels de ma mère, de mon père, et même de Brandon, mon frère. Ces trois noms revenaient sans cesse, comme une boucle sans fin, comme si une seconde de silence de ma part risquait de faire exploser l'appareil sous la pression. 6 mois. 6 mois depuis que j'ai quitté cette maison. Sans dispute, sans larmes, sans même un claquement de porte théâtrale. J'ai discrètement rassemblé quelques vêtements, mon vieil ordinateur portable et mon carnet de finances dans un sac de toile usé. Puis je suis parti, juste au moment où le soleil disparaissait derrière les immeubles d'en face. Personne ne m'a retenu. Personne n'a demandé où j'allais. Personne n'imaginait que je ne reviendrais pas. Ils étaient habitués à Diana, la fille facile à vivre, fiable, celle qui payait les factures en urgence. J'étais l'ombre qui réparait chaque désastre financier familial, intervenant dès que Brandon perdait un emploi ou que mes parents oubliaient la date d'échéance pour un nouvel ensemble de meubles. Je pensais être forte, que tout cela était juste, que c'était mon devoir. Mais dans cet appartement minuscule, juste assez grand pour moi et le silence, j'ai enfin compris. Pendant près de 10 ans, j'avais soutenu un système que je n'avais pas créé, un système où j'étais la seule à courir pendant que les autres se contentaient de regarder. Le téléphone a vibré à nouveau. Pas besoin de vérifier pour savoir que c'était ma mère. Je pouvais déjà entendre le début de son message dans ma tête, « Comment as-tu pu faire ça à ta famille ?» suivi de « Si tu tiens encore à nous, appelle maintenant. » Je n'ai pas répondu, je n'ai même pas tendu la main vers l'appareil. J'ai simplement basculé la tête en arrière, pris une profonde inspiration et senti ma poitrine s'alléger un peu plus à chaque seconde. Je m'appelle Diana Miller. J'ai 28 ans, je suis analyste financière et j'ai décroché une bourse complète pour l'Université d'État de Géorgie. Je croyais qu'en travaillant dur, en évitant les ennuis, en restant discrète, je serais reconnue. Mais la vérité, c'est que plus j'en faisais, moins cela comptait. Et la seule fois où je me suis arrêté, une seule fois, mon téléphone s'est allumé comme une sirène d'alarme. Brandon, 32 ans, a abandonné ses études d'art après 2 ans. Il a été barista, livreur, puis de nouveau sans emploi. Mais c'était lui, plein de potentiel, le rêveur que ma mère consolait à chaque échec et que mon père défendait comme un héros rentrant du front. Moi, celle qui n'a jamais laissé une dette, jamais gâché un projet, jamais rien demandé, j'étais devenue, sans savoir comment, l'ingrate. Je me souviens du jour où je suis parti. Ma mère regardait son émission préférée. Mon père était absorbé par un tableau d'assurance auto. Brandon, vautré sur le canapé, jouait à sa console. Personne ne m'a vu passer avec mon sac. Personne n'a remarqué que je n'étais pas habillé pour le travail. Pas un seul, où vas-tu? Et maintenant, après 6 mois de silence, ils essaient de me retrouver, comme si j'étais la bouée de sauvetage qu'ils avaient jetée et qu'ils voulaient soudain récupérer. J'ai regardé le téléphone, toujours vibrant. Je ne l'ai pas éteint, je l'ai laissé sonner. Chaque vibration était une preuve que je m'étais enfin libéré de la corde invisible qui m'avait enchaîné pendant 10 ans. Pour la première fois, la liberté avait le goût d'une après-midi calme où chaque son m'appartenait. J'ai commencé à travailler à 16 ans, pas pour m'acheter des vêtements ou traîner dans des cafés comme mes amis, mais parce que je savais que si je ne prenais pas soin de moi, personne d'autre ne le ferait. Pendant que mes camarades étaient récupérés par leurs parents, je pédalais sur 4 pâtés de maison jusqu'à une pâtisserie pour nettoyer des tables et récurer des sols, avant de rentrer à vélo après la tombée de la nuit. Avec mon premier salaire, j'ai acheté un ordinateur d'occasion, le seul outil qui m'a permis de suivre mes devoirs. Personne n'a demandé si j'avais besoin d'aide. Personne ne s'est soucié de savoir si je dormais assez ou si j'avais mangé. Mais quand Brandon a eu besoin d'un nouvel ordinateur, malgré son abandon des études, ma mère n'a pas hésité à ouvrir une carte de crédit pour lui offrir un MacBook flambant neuf, disant « Il en a besoin pour repartir du bon pied ». J'étais habitué à cette logique tordue. Quand je faisais ce qu'il fallait, c'était normal. Quand Brandon échouait, c'était parce qu'il essayait. Il a 4 ans de plus que moi, mais à voir comment les choses fonctionnaient à la maison, on aurait cru que j'étais l'aîné. Il avait toujours une excuse,
toujours une compréhension. Quand il a quitté son emploi à la librairie parce que le patron était trop autoritaire, ma mère l'a défendu immédiatement, personne ne peut travailler dans un environnement toxique. Quand il a perdu la voiture que mon père venait de réparer, la première réaction de mon père a été « Les accidents, ça arrive ». Moi, j'ai obtenu une bourse complète pour Georgia State, et la seule réponse a été « Tu n'aurais pas pu choisir une université plus près ? Brandon pourrait avoir besoin de la voiture. » Quand j'ai été embauché par la plus grande firme d'investissement de la région, ma mère a simplement dit « C'est loin. Qui nous emmènera à nos rendez-vous médicaux ?» Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'ils ont dit être fiers de moi. Peut-être ne l'ont-ils jamais été. Je pensais qu'en travaillant dur, en prouvant ma valeur, ils finiraient par le voir. Mais plus j'en faisais, plus je devenais un portefeuille ambulant. Quand ils voulaient repeindre la maison, Diana, tu pourrais aider un peu. Quand Brandon voulait s'inscrire à un cours d'art en ligne, Diana, tu pourrais avancer l'argent, on réglera plus tard. Au début, je pensais que c'était des soucis d'argent temporaires. J'ai accepté d'aider par-ci par-là, mais par-ci par-là est devenu tout. Des factures d'électricité aux réparations d'électroménager, en passant par l'essence pour la voiture de mon père. J'envoyais l'argent régulièrement, sans un merci, juste de nouvelles demandes. Ce mois-ci, c'est un peu juste, tu peux ajouter un peu. J'essayais de rester silencieuse. Je me disais que j'aidais, que la famille devait rester unie. Mais chaque fois que je rentrais après des semaines de travail éreintantes, je voyais Brandon affalé sur le canapé, les pieds sur la table, jouant à ses jeux. Ma mère, dans la cuisine, préparait son plat préféré. Mon père racontait encore comment mon fils a gagné un concours d'art en primaire. Je ne suis pas sans cœur. Avant, je m'inquiétais pour des détails insignifiants. Mais je ne peux plus vivre une vie où l'effort est invisible et l'échec célébré comme une victoire. Un jour, j'ai dit à ma mère que j'économisais pour acheter ma propre maison. Elle a répondu, comme si de rien n'était, une phrase que je n'oublierai jamais. Une fille qui achète une maison seule ? Tu n'as pas peur que les gens pensent que personne ne veut t'épouser. Je n'ai rien dit, mais ce moment a marqué un tournant. J'ai su que je n'obtiendrais jamais son approbation sincère. Pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce que, pour elle, Brandon passerait toujours en premier. Moi, j'étais juste le plan B, celle qu'on appelle quand tout s'effondre. Cette vérité, aussi amère soit-elle, m'a rendue plus forte. Il y a 6 mois, quand je suis parti, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis sorti, tout simplement, comme la seule personne dans cette famille à comprendre que si je ne me sauvais pas moi-même, je serais toujours celle qui maintient l'équilibre dans un monde penché du côté de quelqu'un d'autre. Tout a commencé par un message de ma mère, tard un soir, alors que j'étais encore au bureau. Diana, on vient de nous couper l'électricité. Ton père a oublié de payer la facture ce mois-ci. Tu peux nous aider ? Je te rembourse demain. Sans réfléchir, j'ai envoyé $60 cette nuit-là, accompagné d'un texto, la prochaine fois, rappelle à papa de payer à temps. Évidemment, je n'ai jamais revu un centime. Puis est arrivée la facture d'eau, la réparation de la cuisinière à gaz, les compléments alimentaires pour papa. Chaque demande s'accompagnait d'une excuse si raisonnable qu'il aurait semblé cruel de refuser. Au début, je me disais, ça va, je gagne bien ma vie. Mais cette petite aide s'est vite transformée en une charge écrasante. Ils ont cessé de demander, ils ont commencé à exiger. Cette semaine, envoie $200 à Brandon, il va s'inscrire à un cours de Photoshop. Oh, papa a eu des soins dentaires, c'était cher. Voici les coordonnées bancaires. Je suis devenue la seule pourvoyeuse d'une famille de 4 personnes, dont 2 travaillaient à peine et une passait ses journées à jouer. Un mois, alors que je préparais ma demande de prêt immobilier pour ma première maison, papa m'a appelé. Sa voix était nerveuse, mais déterminée. Diana, on a un problème avec la banque. La maison risque d'être saisie si on ne trouve pas l'argent dans les prochaines semaines. Je suis restée silencieuse. Cette maison, modeste, c'était là où j'avais grandi, où j'avais rêvé d'avoir mon propre bureau avant que ce rêve ne soit remplacé par un canapé-lit pour que Brandon puisse, temporairement, revenir. Combien vous faut-il, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Environ $980 par mois, juste pour quelques mois, le temps qu'on se remette à flot. J'ai accepté. La première transfert a eu lieu ce soir-là, juste après avoir annulé le dépôt pour l'appartement dont je rêvais. J'ai fini par envoyer cet argent non pas pour quelques mois,
mais pendant presque 2 ans. 2 ans, plus de 20 000 $ au total, sans compter l'assurance auto, les réparations du toit ou l'anniversaire de Brandon. Ce qui me mettait le plus en colère, ce n'était pas l'argent, mais leur façon d'agir comme si c'était normal. Pas un merci, personne ne demandait si je pouvais me le permettre, pas une hésitation avant d'en redemander. Petit à petit, je suis devenu la banque familiale, sans voix ni droit de regard dans la maison que je sauvais de la saisie. Brandon, lui, restait sans emploi. Quand j'ai osé poser la question, ma mère a simplement répondu « Il cherche sa voie. Tu ne devrais pas le pousser. » Le pousser, moi, celle qui travaillait 60 heures par semaine pour couvrir sa part. Et maintenant, c'était moi qui créais de la pression. J'ai commencé à noter chaque paiement, chaque date, comme si je tenais un registre de dettes pour un client qui ne rembourserait jamais. Je n'avais pas l'intention de réclamer, je savais que je ne verrais rien. À chaque fois que je pensais couper les ponts, un nouveau message arrivait. Papa a encore mal au dos, tu peux commander ses médicaments? Le toit fuit depuis une semaine, personne n'a de quoi le réparer. Et je cédais, encore et encore, mettant mes projets en attente. J'ai commencé à éviter mon application bancaire le matin, car voir mon solde me coupait le souffle. Ma vie était dictée par les factures des autres, par les besoins de ceux qui n'avaient jamais l'intention de se débrouiller seuls. Je vivais dans un petit appartement loué, mangeant des nouilles instantanées pendant une semaine pour pouvoir envoyer de l'argent pour réparer une porte que Brandon utilisait pour son soi-disant atelier d'art. Puis, un jour, dans une supérette, j'ai ouvert mon portefeuille et je n'avais pas assez pour acheter 1 litre de lait. C'est là que j'ai vraiment réalisé. Il me vidait complètement. Je pensais que la force, c'était de tout porter, mais en réalité, je m'enfonçais dans un marécage nommé « attendre qu'il change ». Et en comprenant cela, j'ai su que c'était à moi de changer d'abord. Ce dimanche après-midi, il commençait à bruiner. J'avais fini un long week-end de travail, épuisé, rêvant d'une douche chaude et d'une couverture douce. Mais au lieu de rentrer, je me suis arrêté à l'épicerie. J'ai pris des sacs de provisions et conduit près de 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents, comme je l'avais fait pendant 2 ans. J'ai entré dans la cuisine, les bras chargés de sacs ou du saumon, des légumes, des plats surgelés. Alors que je les posais, ma mère était là, non pas pour m'accueillir, mais pour m'affronter. « Diana, il faut qu'on parle. » Avant que je puisse reprendre mon souffle, elle a croisé les bras, son ton chargé de drame. « On en a discuté. Ce que tu envoies chaque mois ne suffit plus. » Je me suis figé. « Ne suffit plus? De quoi tu parles? » Papa est entré du salon, sa voix grave, comme s'il lisait un bulletin d'information. « Tu gagnes bien ta vie, tu vis seul. Pendant ce temps, nous, on lutte tous les jours. Tu ne trouves pas ça injuste? » J'ai regardé les 2 personnes qui m'avaient élevé, maintenant là, à essayer de me convaincre que leur confort était ma responsabilité. J'ai gardé la voix ferme. J'ai payé l'hypothèque pendant 2 ans, sans parler des factures, des médicaments, des réparations. Et ce n'est toujours pas assez? Brandon, vautré sur le canapé comme d'habitude, a lancé, l'air détaché, c'est pas comme si tu manquais de quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça coûte de partager un peu? Je me suis tourné pour le regarder dans les yeux. Mon frère de 32 ans, qui n'a jamais payé une seule facture, mais qui se permet de parler de partage. Partager, ça va dans les 2 sens, Brandon, ai-je dit, la voix plus froide que la pluie dehors. Tout ce que tu fais, c'est prendre. Ma mère a rétorqué, ça suffit, Diana. Tu es irrespectueuse. J'ai inspiré profondément, le cœur prêt à éclater. Irrespectueuse pour avoir dit la vérité? Les lèvres de ma mère se sont pincées en cette ligne tendue que je connaissais par cœur, celle qu'elle utilisait pour tout contrôler par pure indignation. Si c'est un tel fardeau, a-t-elle dit, chaque mot comme une lame, tu peux franchir cette porte et ne plus revenir. Le temps s'est arrêté. Cette phrase, si elle savait combien de fois elle avait résonné dans ma tête. Mais cette fois, personne n'a essayé de me retenir. Personne ne m'a appelé la bonne fille, celle qui se sacrifie en silence. Ils ne m'ont pas arrêté, ils m'ont poussé au bord du gouffre et ont attendu de voir si je sauterais. J'ai posé le dernier sac sur la table. Je n'ai même pas pris la peine de le déballer, ni de ranger quoi que ce soit au frigo, comme je le faisais toujours. D'accord? Ai-je dit, d'une voix douce comme une brise, mais tranchante comme l'acier. Si c'est ce que tu ressens, j'ai compris. Je pars.
Je me suis retourné et je suis sorti. Mes pas étaient lourds, mais assurés. Personne ne m'a suivi. Personne n'a crié mon nom. Juste Brandon, marmonnant quelque chose dans mon dos, peut-être, quel drama queen. Je suis sorti de cette maison les mains vides, le cœur creux, mais le dos droit. La pluie trempait mes cheveux, mes vêtements, mais pour la première fois, je me sentais légère. Comme si le poids que je portais depuis des années n'était pas un devoir, mais des chaînes qui venaient enfin de tomber. Je ne suis pas rentré directement à mon appartement. Je me suis arrêté dans une station-service déserte. J'ai ouvert mes contacts, regardé les noms de maman, papa, Brandon, et lentement, j'ai appuyé sur « Bloquer ». À ce moment-là, je ne savais pas ce qui suivrait. Je ne pouvais pas imaginer le chaos qui éclaterait quand ils réaliseraient que leur distributeur de billets personnels s'était tu. Mais une chose était sûre, cette fois, je ne reviendrai pas. Pas par fierté, mais parce que j'avais enfin appris que la gentillesse n'est pas infinie et que le sacrifice aveugle n'enseigne qu'aux autres à vous considérer comme acquis. Mon nouvel appartement était au 3e étage d'un vieil immeuble à Midtown, avec une peinture blanche écaillée et des couloirs qui sentaient toujours le bois vieilli, mais pour moi, c'était le paradis. Plus personne ne me réveillait à 6 heures du matin pour organiser des rendez-vous médicaux. Plus de messages à minuit pour demander si je pouvais avancer la facture de gaz. Plus besoin de traverser 3 comtés avec des sacs de courses pour un dîner que personne ne touchait. J'ai emménagé avec 2 valises et une vieille couette, mais le soulagement était comme réapprendre à respirer. Chaque matin, je me réveillais au son de mon alarme, préparais un café, ouvrais la fenêtre et laissais entrer la lumière. Plus de télévision hurlant dans le salon, plus de plaintes de ma mère, plus de quintes de tout de mon père. Quand je rentrais tard, je passais mes week-ends à lire, à apprendre de nouvelles compétences ou à me promener dans Pitman Park, sans avoir à tenir un téléphone collé à l'oreille pendant 1 heure pour écouter une nouvelle urgence qui, invariablement, signifiait plus d'argent. J'avais coupé tous les liens financiers, plus de transferts, plus de paiements de factures, plus de rendez-vous médicaux, plus de courses. Mon compte bancaire s'était lentement stabilisé, et pour la première fois en année, j'avais commencé à épargner une chose si simple que je n'imaginais plus possible. Mais cette paix n'a duré que 3 mois. Tout a commencé par un texto de ma mère. « Diana, ton père vient de recevoir une lettre d'avertissement de la banque. Quelque chose ne va pas. Appelle-moi. » Je l'ai lu, posé mon téléphone et n'ai pas répondu. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais que ce « quelque chose » n'avait jamais à voir avec la santé ou la sécurité, c'était toujours une question d'argent. Quelques jours plus tard, mon père a appelé. « Il faut qu'on parle sérieusement. La situation de la maison ne peut plus attendre. » Je n'ai pas décroché. Ils ont rappelé tous les jours. D'abord, leur voix était calme, puis suppliante, puis accusatrice. Ma mère m'a envoyé un texto, « Tu vas vraiment abandonner tes parents ?» Brandon a laissé un message vocal, « Tu devrais savoir que ce n'est pas une blague. » Tout le monde galère. Je n'ai pas répondu. Les appels se sont multipliés, semaine après semaine, comme s'ils pensaient qu'à force d'insister, je finirais par céder. J'ai changé mon numéro professionnel, bloqué certains contacts, mais je ne pouvais m'empêcher de lire leurs longs messages, parfois des paragraphes entiers, m'accusant d'avoir changé, d'être insensible, froide. Je n'étais pas froide. Je me reconstruisais. Un lundi après-midi, juste en quittant le bureau, mon téléphone s'est allumé. C'était Brandon. Je n'ai pas répondu, mais cette fois, son message vocal n'avait plus d'urgence. Il était mordant, accusateur. « Qu'est-ce que tu crois faire ? Te pavaner, fier de toi ? Tu ne peux pas tourner le dos à ta famille juste parce que ta vie est plus facile maintenant. Si maman et papa perdent la maison, ce sera ta faute. » Je me suis figé dans le parking, écoutant le message 3 fois, partagé entre rire et colère. Après toutes ces années à sauter des repas, tous ces milliers de dollars envoyés sans un merci, tout ce que je recevais en retour, c'était de la culpabilité. J'ai pris mon téléphone et commencé à taper. J'ai couvert ma part et la tienne pendant des années. Si tout s'effondre maintenant, peut-être qu'il est temps de demander qui n'a jamais rien fait. Je ne l'ai pas envoyé. J'ai effacé le message, car je savais qu'aucun mot ne changerait la façon dont ils me voyaient. Pour eux, je n'étais ni une fille, ni une sœur. J'étais une solution. Et quand la solution a cessé de fonctionner, il ne leur restait que la culpabilité. J'ai rangé mon téléphone et marché sur le trottoir baigné de soleil doré, me sentant un peu plus légère. Plus tard, après une réunion,
j'ai vu un message de mon père, Diana, pourquoi n'as-tu pas payé l'hypothèque ce mois-ci? La banque nous met la pression maintenant. Je me suis arrêté net dans le couloir de mon immeuble de bureau. Ce n'était pas de la surprise. C'était un frisson, comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. J'avais arrêté tout soutien financier il y a près de 6 mois, complètement, sans transfert, sans discussion d'argent. Pourtant, il m'envoyait un message comme si je devais encore payer l'hypothèque. Ce qui m'a vraiment troublé, c'était son « ils nous mettent la pression maintenant ». J'ai mordu ma lèvre, mes paumes moites. Mon instinct criait que quelque chose clochait, et cette fois, je n'allais pas deviner. J'allais vérifier. Ce soir-là, après avoir préparé une tasse de thé, j'ai ouvert mon ordinateur et me suis connecté au compte bancaire utilisé pour les paiements de l'hypothèque, celui au nom de mon père. Je ne l'avais jamais vérifié auparavant. J'avais toujours cru que l'argent envoyé était utilisé comme il le disait. J'étais leur fille, pourquoi en douter? J'ai consulté l'historique des transactions des 2 dernières années. Chaque paiement que j'avais envoyé était là, exact au centime près. Mais la dernière ligne m'a coupé le souffle. Le dernier paiement de l'hypothèque depuis ce compte datait de 8 mois, juste avant que je cesse d'aider. J'ai cligné des yeux, espérant avoir mal lu, mais c'était clair, compte en retard de 8 mois. Solde dû, $6 480. Statut, risque de saisie. J'ai plaqué une main sur ma bouche pour étouffer ma respiration. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'avais continué à envoyer de l'argent pendant 3 mois après ce dernier paiement, et il n'en avait pas utilisé un centime pour l'hypothèque. J'ai ouvert mon application bancaire personnelle. Effectivement, près de $3000 envoyés après ce dernier paiement, disparus. Ils avaient reçu l'argent, mais ne l'avaient pas utilisé, sans explication, sans un mot. Une vague glaciale m'a parcouru. Ce n'était pas juste de la déception, c'était une trahison, comme un coup de poignard dans le dos avec la confiance que je leur avais donnée. Je n'ai pas appelé tout de suite. J'avais besoin de preuves. Le lendemain matin, j'ai contacté la banque, me présentant comme quelqu'un ayant aidé à gérer les paiements familiaux. J'ai calmement expliqué que je craignais que mes parents aient des difficultés sans me le dire. Après quelques vérifications, l'agent a confirmé, ce compte n'a pas reçu de paiement complet pour l'hypothèque depuis le début de l'année. Il est en recouvrement spécial. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le monde tournait autour de moi. Plus de doute. L'argent envoyé ces derniers mois n'était pas allé à la maison. Alors, où était-il passé? Je l'ignorais, mais pas là où il m'avait supplié de l'envoyer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai laissé la lumière allumée, allongé sur le canapé, fixant le plafond. Une question résonnait dans ma tête, depuis combien de temps me mentait-il? Je repensais à tout ce que ma mère disait. C'est juste temporaire, ma chérie. Sans toi, on mourrait de faim. Ton père est si inquiet. Aide-nous à passer ce cap, puis je me suis souvenu du regard de Brandon le jour où je suis parti. Pas du regret, mais de la peur. Pas parce que je partais, mais parce que la source se tarissait. J'ai pris mon téléphone et écrit à mon père, j'ai parlé à la banque. Ils disent que l'hypothèque est en retard de 8 mois. J'ai continué à envoyer de l'argent, alors que s'est-il passé? Pas de réponse immédiate. Mais 15 minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était papa. Je n'ai pas décroché. J'ai écouté la sonnerie résonner comme un fantôme d'un passé auquel je croyais aveuglément, mais qui maintenant parlait de lui-même. Le 3e appel est arrivé à 22 heures. J'ai fixé l'écran, les mains glacées, le cœur déchiré entre colère et chagrin. Je savais que si je ne répondais pas, il n'arrêterait pas. Cette fois, j'étais prête à écouter, mais aussi à parler. J'ai appuyé sur « Répondre ». « Diana, c'est papa » a-t-il dit, la voix basse et tendue. « J'imagine que tu as découvert pour la banque. » J'ai gardé mon calme. Pas seulement découvert, ai-je confirmé. L'hypothèque est en retard de 8 mois. J'ai continué à envoyer de l'argent. Où est-il passé? Il a marqué une pause, puis soupiré. Je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas ce que tu crois. J'ai esquissé un sourire amer. Pas ce que je crois? J'ai envoyé de l'argent pour la maison. La maison n'a pas été payée. Quelle partie n'est pas ce que je crois? C'est alors que ma mère a pris le téléphone. Diana, ne parle pas à ton père sur ce ton. A-t-elle crié, la voix stridente, presque furieuse.
Tu ne comprends pas la situation. Tout s'effondre depuis que tu es parti. J'ai plissé les yeux. Parti, ou depuis que j'ai arrêté de payer pour que vous viviez tous confortablement. Ne me parle pas comme ça. A-t-elle rétorqué. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Brandon a perdu son travail. Ton père a mal au dos. La maison tombe en ruine. Et toi, tu nous as tourné le dos. Non, maman, ai-je dit, la voix plus basse, mais ferme. J'ai tourné le dos après que vous m'ayez vidé jusqu'au dernier centime, tout en osant dire que ce n'était pas assez. Je ne suis pas obligé de financer vos erreurs répétées. Un silence de quelques secondes s'est installé, puis sa voix est revenue, tremblante, glissant vers ce sanglot familier et bien rodé. Diana, nous sommes une famille. Les familles sont censées s'entraider. Je l'ai interrompue, pour la première fois, sans la laisser manipuler mes émotions. L'entraide a des limites, maman. Vous m'avez traité comme un distributeur gratuit pendant des années. Pire encore, l'argent que j'envoyais n'a même pas servi à ce que vous prétendiez. Vous m'avez menti. La pause a été si longue que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis la voix de Brandon a éclaté. Tu exagères, là. Ils ont juste besoin d'un peu de temps, et toi, tu agis comme si tout le monde te devait quelque chose. J'ai laissé échapper un rire froid. Le monde, non, mais cette maison, certainement. Tu me traites d'égoïste, a-t-il sifflé. Tu n'étais pas comme ça avant. J'ai répondu doucement, la voix glaciale. Avant, j'étais juste naïve. Diana, ne parle pas comme ça, est intervenu mon père, le ton usé, presque brisé. On a merdé, d'accord. Mais tu es tout ce qu'on a. On te remboursera, je te le promets. J'ai ri, un rire sec, sans joie. Combien de fois l'as-tu promis? Un autre silence, lourd. Tu sais, a-t-il repris, si tu n'aides pas, on risque de perdre la maison. On va tout perdre. J'ai serré le téléphone plus fort. Mon cœur pesait, mais mes mots étaient clairs. Alors, perdez-la. Ce n'est plus ma responsabilité. Diana, tu ne peux pas. Je ne peux pas quoi, les jeux coupés. Partir après avoir été poussé à bout? J'ai porté cette famille pendant presque 10 ans pendant que Brandon gaspillait l'argent et me jugeait. Et maintenant que j'arrête, je suis sans cœur? Ma mère a sangloté. Brandon lui a murmuré quelque chose. Mon père a repris ses supplications, mais je ne les entendais plus vraiment. Leur voix résonnait comme des échos d'un monde auquel je n'appartenais plus. J'ai inspiré profondément. J'ai fini d'aider. Pas parce que je suis cruel, mais parce que j'ai déjà fait plus que ma part. Vous devez tous apprendre à vivre sans moi. C'est tout ce que je laisse derrière. Et j'ai raccroché. Pas avec colère, mais en paix. Après cet appel, j'ai éteint mon téléphone et l'ai laissé sur la table pendant 3 jours entiers. Pas de texto, pas d'appel, pas de menaces, pas de sanglots fins. Juste le silence. Et ce silence était le plus doux que j'ai jamais connu. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai préparé un café et je suis sorti sur le balcon, regardant la ville s'éveiller sous une lumière dorée. Mon appartement était petit, ordinaire, avec un plafond bas et un parquet qui grinçait, mais pour la première fois, j'avais l'impression qu'un lieu m'appartenait vraiment. Personne ne frappait à la porte pour demander de l'argent, personne ne me culpabilisait pour vivre ma vie. La liberté, ce n'était pas bruyant. C'était doux, silencieux, comme la première bouffée d'air après avoir émergé de l'eau. Mais même le silence peut faire peur quand la nuit tombe, quand le travail ne suffit plus à occuper mes pensées. Je me demandais, suis-je allé trop loin? J'ai tout coupé au tout soutien, tout contact. J'ai laissé la maison que j'avais aidé à sauver vaciller au bord de la saisie. J'ai abandonné ceux qui m'ont élevé à naviguer seul dans le chaos. J'étais la colonne vertébrale, et maintenant, j'étais celle qui lâchait. Ai-je été trop dur? J'ai écouté mes messages vocaux, ceux que j'évitais depuis une semaine. Un de ma mère, tu regretteras ça. Cette maison, c'est tout pour moi. Un de mon père, on n'a plus d'option si tu n'aides pas. Et Brandon, bref et amer, tu laisses cette famille couler juste par orgueil. J'ai écouté chaque mot, sans en sauter un seul. Cette fois, je n'ai pas pleuré. J'étais juste fatigué. Ils savaient toujours comment me faire douter de moi. Pendant des années, ils m'ont enchaîné, non pas avec des cordes, mais avec de la culpabilité,
des phrases comme « tu es la fierté de cette famille » ou « sans toi, on serait perdu ». Mais cette fierté n'a jamais été de la gratitude. C'était un bouclier qu'il brandissait pour couvrir des erreurs qu'il ne voulait pas réparer. Je repensais aux nuits passées à faire des calculs pour des clients, seulement pour être réveillé par Brandon me reprochant de ne pas vivre l'instant. Aux vacances annulées chaque année parce que mes parents avaient soudain besoin d'argent. À l'expression de ma mère quand je disais être épuisé, pas d'empathie, juste de la déception, comme si j'avais trahi leur confiance, alors que j'étais la seule à ne jamais leur tourner le dos. Je suis entré dans ma chambre, me suis assise au bord du lit, mes doigts caressant une vieille couverture usée. La même question tournait en boucle, et s'ils perdaient la maison? Et si un jour on m'appelait pour dire que mes parents n'avaient nulle part où aller? Me sentirais-je coupable? J'ai tenu cette famille à bout de bras pendant presque 10 ans. Ça ne s'efface pas en quelques mois. Mais la culpabilité n'a pas besoin de raison pour s'infiltrer. J'ai soupiré. Peut-être n'étais-je pas la fille parfaite. Peut-être ai-je été trop ferme. Mais si je n'avais pas posé de limite, il ne me serait rien resté, sinon un portefeuille vide et un cœur brisé. Je ne raconte pas cette histoire pour être félicité. Je n'attends pas qu'on me dise que j'ai eu raison. Je veux juste comprendre, quelqu'un d'autre s'est-il déjà senti comme moi? A-t-on déjà fait porter à quelqu'un le poids d'une famille entière? A-t-on déjà traité quelqu'un de froid juste pour avoir dit « non » une fois? Et si vous lisez encore, je veux vraiment vous demander, ai-je fait le bon choix? J'ai choisi de vivre pour moi, mais il y a un prix que je n'ai pas encore vu. Je l'ignore, mais j'espère que vous pourrez m'offrir une perspective, un message, un mot honnête. Parce que parfois, pour avancer, j'ai juste besoin de savoir que je ne suis pas seul. L'histoire de Diana est un réveil pour quiconque a été étiqueté comme l'enfant modèle et chargé de responsabilités qui ne lui appartenaient pas. Pendant des années, elle a sacrifié sa liberté et sa sérénité pour une idée de famille qui ne lui rendait rien. Mais en réalisant que sa valeur était exploitée, elle a trouvé le courage de dire stop et de partir. Son histoire n'est pas qu'une fuite, c'est un rappel que l'amour véritable commence par des limites claires. Pensez-vous que Diana a bien fait de s'éloigner de ce cycle de responsabilités imposées, ou aurait-elle dû chercher un compromis? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de suivre pour d'autres histoires inspirantes sur la famille, les choix et la quête de soi.